Bonjour à tous et bienvenue pour l'ANOVA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut remettre un peu de contexte. Jusqu'ici, vous savez effectuer un test statistique pour deux groupes. Si vous voulez savoir quelle page génère le plus de conversions entre la page A et la page B, vous savez parfaitement répondre à cette question. Mais maintenant, comment pouvez-vous faire pour effectuer un test statistique pour trois groupes ou plus? Imaginez que vous travaillez dans une entreprise de e-commerce. Le service marketing souhaite augmenter le nombre de visiteurs sur le site. Pour cela, il crée trois pages d'accueil différentes. Et vous voulez savoir laquelle de ces trois pages génère le plus de visiteurs. Avec trois groupes ou plus, vous ne pouvez pas utiliser les tests statistiques classiques comme le t-test. Avec le t-test, nous mesurons la différence de moyenne entre deux groupes par rapport à l'erreur type des échantillons. C'est-à-dire, nous mesurons la différence entre les deux groupes par rapport à la variabilité entre les échantillons. Plus la variabilité entre les échantillons est élevée, et moins la différence est significative. Par exemple, nous avons une différence de 100 entre deux groupes, et l'erreur type de la moyenne est égale à 1000. Nous obtenons un test statistique très faible qui n'est pas significatif. Alors pourquoi me direz-vous? Parce qu'il y a une grande variabilité dans les échantillons, ce qui explique la grande variabilité entre les échantillons. Imaginons que nous avons une moyenne de 3 avec un écart type de 100. Vous en conviendrez que la variabilité au sein de cet échantillon est extrêmement élevée. Mais la variabilité entre les échantillons est aussi extrêmement élevée, car prenez un autre échantillon, vous obtiendrez une moyenne complètement différente, peut-être 20, 30 ou encore moins 80. Donc avec un écart type élevé, nous avons une erreur type élevée. Alors pour rappel, l'écart type mesure la variabilité dans un échantillon et l'erreur type mesure la variabilité entre les échantillons. Inversement, moins la variabilité entre les échantillons est élevée, plus la différence est significative. Si nous avons une différence de 100 entre deux groupes et que l'erreur type de la moyenne est égale à 0,05, nous obtenons un test statistique très élevé, qui est significative. Car une faible variabilité dans les échantillons explique aussi une faible variabilité entre les échantillons. Si nous avons une moyenne de 3 avec un écart type de 0,01, vous en conviendrez que la variabilité au sein de cet échantillon est extrêmement faible, et par conséquent, la variabilité entre les échantillons est aussi faible. Prenez un autre échantillon, vous obtiendrez une moyenne similaire, peut-être 3,001, 2,999 ou encore 3,0005. Donc, avec un écart type faible, nous avons une erreur type faible. La mesure la plus importante pour évaluer un test statistique est la variabilité. Et je dis souvent que la notion la plus importante en statistique est aussi la variabilité. Car en comprenant la variabilité, vous comprenez les fondamentaux des statistiques. Alors, avec 3 groupes ou plus, vous ne pouvez pas mesurer la différence de 3 moyennes. Vous ne pouvez pas faire x1 moins x2 moins x3. Le résultat n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, au lieu de se concentrer sur la moyenne, nous allons analyser la variance des groupes. Et c'est ce qu'on appelle l'ANOVA. Pour mesurer la différence entre 3 groupes ou plus, nous utilisons l'ANOVA à un seul facteur. Alors pourquoi je précise à un seul facteur? Parce qu'il existe aussi une autre forme d'ANOVA qui se nomme ANOVA factorielle. Alors que vous utilisiez l'ANOVA à un seul facteur ou l'ANOVA factorielle, l'idée reste la même. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur l'ANOVA à un seul facteur. L'ANOVA signifie analyse de variance, ou en anglais Analysis of Variance. La question que vous vous posez est pourquoi parle-t-on de variance et non de moyenne? Mesurer la différence entre deux moyennes est relativement simple,
mais mesurer la différence de 3 moyennes ou plus devient beaucoup plus compliqué. Quand nous mesurons la différence entre 3 groupes ou plus, nous avons deux types de variance. La variance entre les groupes, mais aussi la variance au sein des groupes. Qu'est-ce que je veux dire par la variance entre les groupes? J'ai 3 groupes, 3 échantillons différents. Le premier a une moyenne de 2, le deuxième a une moyenne de 4 et le troisième a une moyenne de 6. Donc vous êtes d'accord que les 3 moyennes sont différentes. Les moyennes des groupes varient entre elles et c'est ce que nous appelons la variance entre les groupes. Cette différence entre les groupes, cette variance, est considérée comme due au traitement. Si les moyennes varient entre elles, c'est sûrement que les 3 groupes sont différents. Dans chaque groupe, il y a de la variabilité. Ce sont les différences entre chaque individu au sein des groupes. Dans le premier groupe, il y a des personnes qui ont 0, 2, moins 2, 0,5, 3,8, etc. Donc, les valeurs varient. Et cela est pareil pour les autres groupes, les autres échantillons. Cette variabilité au sein des groupes est due au hasard. Imaginons que l'écart type est de 100 dans les 3 groupes. La vraie moyenne du premier groupe n'est sûrement pas 2. Pareil pour le deuxième groupe et le troisième groupe. Il y a trop de variabilité au sein de ces groupes pour estimer correctement les moyennes de la population. Nous avons 2, 4, 6, mais si nous prenons un autre échantillon, nous aurions pu avoir 20, 60 ou encore moins 10. C'est-à-dire des résultats complètement différents. Si les groupes ont tous de grandes variabilités dans leur groupe, la différence observée est sûrement due au hasard. Parce que prenez d'autres échantillons, vous obtiendrez des résultats complètement différents. En revanche, si l'écart type est de 0,01 pour les 3 groupes, alors la vraie moyenne du premier groupe est proche de 2, la vraie moyenne du deuxième groupe est proche de 4 et celle du troisième groupe est proche de 6. Si tous les groupes ont une très faible variabilité dans leur groupe, la différence observée est sûrement due au traitement. Parce que si nous prenons d'autres échantillons, nous obtiendrons des résultats similaires avec les mêmes différences entre les groupes. L'objectif avec l'ANOVA est toujours le même que les autres tests statistiques. Quelle est la probabilité que la différence observée ou plus soit due au hasard, sachant l'hypothèse nulle? Pour mesurer la différence entre 3 groupes ou plus, nous allons calculer la variance entre les groupes par rapport à la variance dans les groupes. Le test statistique pour l'ANOVA est appelé le F-test, en référence à la distribution de Fisher. La formule est le MS entre les groupes divisé par le MS dans les groupes. MS signifie mean squared, soit le carré moyen. Le MS représente la variance. Donc, nous comparons la variance entre les groupes, c'est-à-dire la variance due au traitement, par rapport à la variance dans les groupes, c'est-à-dire la variance due au hasard. Pour que ça soit plus clair, prenons plusieurs cas. Si la variance dans les groupes est très faible, disons 0,01, et que la variance entre les groupes est très élevée, disons 20, nous faisons 20 divisé par 0,01, ce qui nous fait 2000. Le F-test est égal à 2000. Le test est significatif, nous rejetons l'hypothèse nulle comme explication. En revanche, si la variance dans les groupes est élevée, disons 20, et que la variance entre les groupes est faible, disons 0,1, nous faisons 0,1 divisé par 20, ce qui nous fait 0,05. Le F-test est proche de 0, c'est-à-dire que le test n'est pas significatif, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Et le dernier cas où la variance entre les groupes est égale à la variance dans les groupes, disons 2, nous avons 2 divisé par 2, ce qui nous fait 1. Le F-test est égal à 1, c'est-à-dire que le test n'est pas significatif.
Donc la distribution f, ou aussi appelée la distribution Fisher, est comprise entre 0 et plus l'infini, car le test ne peut pas être inférieur à 0. La distribution de Fisher varie en fonction de la taille de l'échantillon et du nombre de groupes. Pour utiliser l'ANOVA, il faut respecter plusieurs conditions, telles que la moyenne des groupes suit la distribution normale et l'homocédasticité entre les groupes. C'est-à-dire, les variances doivent être approximativement similaires, mais si l'échantillon est grand, la dernière condition n'est pas importante. Vous avez remarqué que la distribution de Fisher ne suit pas parfaitement la loi normale, à la différence de la distribution T ou Z, parce que le test statistique est compris entre 0 et plus l'infini, donc la queue à droite est très étirée, la queue est asymptotique, elle ne touche jamais l'axe des X. Pour comprendre l'ANOVA, nous allons prendre un cas pratique. Un chercheur veut savoir si le stress des employés varie en fonction de leurs horaires de travail. Il a 3 groupes de travail. Le groupe numéro 1 travaille le matin, de 8h jusqu'à 16h. Le groupe numéro 2 travaille l'après-midi, de 16h jusqu'à minuit. Et le groupe numéro 3 travaille la nuit, de minuit jusqu'à 8h du matin. Le chercheur souhaite savoir si le niveau de stress diffère en fonction des horaires de travail des employés. Peut-être que les travailleurs de nuit sont plus stressés que les travailleurs de jour. Pour répondre à cette question, il réalise une expérience statistique. Formulons les tests d'hypothèse. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre les groupes pour le niveau de stress des employés. Les moyennes sont égales. On note H0, mu1 est égal à mu2 est égal à mu3. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence entre les groupes pour le niveau de stress des employés. Les moyennes sont différentes. On note H1, x1 différent de x2 différent de x3. Remarquez qu'avec l'ANOVA, nous n'avons pas de test unidirectionnel. Tous les tests sont forcément bidirectionnels. C'est-à-dire qu'il y a une différence, mais nous ne savons pas dans quelle direction. Pour connaître la direction, il faut réaliser une analyse post-hoc, que nous verrons plus tard. Alors, quel est le seuil de rejet pour l'hypothèse nulle? Nous choisissons un seuil alpha de 5%, c'est le seuil par défaut. C'est-à-dire que nous rejetons l'hypothèse nulle si la probabilité d'observer une différence aussi grande ou plus est inférieure à 5%. Les données sont les suivantes. Le matin correspond à 8h du matin jusqu'à 16h. L'après-midi correspond à 16h jusqu'à minuit. Et la nuit correspond à minuit jusqu'à 8h du matin. Alors, quel test statistique devons-nous utiliser? Nous voulons mesurer la différence de 3 groupes. Nous utilisons le F-test, c'est-à-dire l'ANOVA. La formule du F-test peut paraître intimidante, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué. Commençons par décortiquer le numérateur. X désigne la valeur observée de chaque individu dans un groupe. N minuscule est égal à la taille de l'échantillon, c'est-à-dire la taille d'un groupe, tandis que N majuscule est égal à la taille de tous les échantillons combinés. Et K est égal au nombre de groupes. Décortiquons maintenant le dénominateur. Cette formule est un peu différente de ce que vous pouvez trouver sur Internet. C'est une version simplifiée pour faciliter les calculs. Commençons par calculer la somme de chaque groupe. Le groupe numéro 1 sont les employés qui travaillent le matin. La somme de ce groupe est égale à 42. Le groupe numéro 2 sont les employés qui travaillent l'après-midi. La somme de ce groupe est égale à 74. Et le groupe numéro 3 sont les employés qui travaillent
le soir. La somme de ce groupe est égale à 67. Mettons les sommes au carré, puis divisons par n. Pour le groupe numéro 1, nous faisons 42 au carré divisé par 13, ce qui nous fait 135,7. Pour le groupe numéro 2, cela nous fait 547,6. Et pour le groupe numéro 3, cela nous fait 345,3. Faisons maintenant la somme de ces trois groupes, ce qui nous fait 1028,6. Calculons la somme de chaque individu, puis faisons la somme de chaque groupe mis au carré. Nous faisons 42 plus 74 plus 67, le tout au carré, ce qui nous fait 33 489. Puis nous divisons par la taille de l'échantillon en entier, c'est-à-dire 36, ce qui nous fait 930,25. Nous pouvons maintenant calculer la variabilité entre les groupes. Nous faisons 1028,6 moins 930,25, le tout divisé par 3 moins 1, car nous avons 3 groupes. Cela nous fait 49,175. Pour la variabilité au sein des groupes, il ne nous reste plus qu'à calculer les scores au carré et faire la somme pour chaque groupe et puis faire la somme entre chaque groupe. Le résultat est égal à 1085. Nous pouvons calculer la variabilité au sein des groupes. Nous faisons 1085 moins 1028,6, le tout divisé par 36 moins 3, ce qui nous fait 1,7. Nous pouvons enfin calculer l'EF-test. Nous faisons 49,145 divisé par 1,7. Nous observons que la variance entre les groupes est beaucoup plus élevée que la variance dans les groupes, ce qui sous-entend que la différence est plus due au traitement qu'au hasard. L'EF-test est égal à 28,9. Alors, est-ce que avec un F-test égal à 28,9, nous rejetons l'hypothèse nulle? Pour répondre à cette question, nous utilisons la table statistique F avec un seuil de 5%. Les colonnes correspondent à K-1 et les lignes correspondent à N-K. Nous avons DF1 est égal à 2 et DF2 est égal à 33. Nous prenons la colonne numéro 2 et la ligne numéro 33. Alors comme il n'y a pas de ligne numéro 33, nous arrondissons à 30. La limite est de 3,32. Si nous obtenons un F-test supérieur à 3,32, la probabilité d'obtenir une différence aussi extrême ou plus, sachant l'hypothèse nulle, est inférieure à 5%. Dans notre cas, le F-test est égal à 28,9. Il est dans la zone de rejet. Donc, nous rejetons l'hypothèse nulle qui affirme qu'il n'y a aucune différence entre les groupes pour le niveau de stress des employés. Nous pensons que le niveau de stress varie en fonction des horaires de travail des employés. Alors, évidemment, il est toujours possible de réaliser une erreur de type 1, c'est-à-dire la différence observée est réellement due au hasard. Mais ça, nous ne pouvons pas le savoir. Nous savons qu'il y a une différence entre les groupes, mais nous ne connaissons pas le sens de la différence. En entreprise, savoir qu'il y a une différence entre 3 pages d'accueil pour un site internet n'est pas très utile. Le service marketing veut savoir quelle page d'accueil génère le plus de revenus, le plus de visiteurs. Pour répondre à cette question, nous devons faire l'analyse post-hoc. L'analyse post-hoc, ou aussi appelée l'analyse après coup, a pour but de comparer chaque paire de groupes pour connaître les différences significatives. Prenons l'exemple avec 4 pages d'accueil. Nous avons effectué une analyse de variance, c'est-à-dire l'ANOVA. Notre F-test est significative, c'est-à-dire que les moyennes des groupes sont différentes.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître quelle page attire le plus de visiteurs. Pour répondre à cette question, nous faisons une analyse post-hoc. Nous effectuons un test statistique entre la page 1 et la page 2, la page 1 et la page 3, la page 1 et la page 4, la page 2 et la page 3, la page 2 et la page 4, et la page 3 et la page 4. Au total, nous réalisons 6 tests statistiques, où nous comparons les moyennes de 2 groupes à chaque fois. Mais nous avons un problème. En effectuant plusieurs tests statistiques, nous augmentons considérablement la probabilité de faire une erreur de type 1. Alors, pourquoi me direz-vous? Imaginons qu'avec ces 6 tests statistiques, nous utilisons le t-test pour des échantillons indépendants avec un seuil alpha de 5% pour chaque test. Mais que veut dire un seuil alpha de 5%? Imaginons qu'avec un t-test, la probabilité d'observer une différence aussi grande ou plus est de 4,5%. C'est-à-dire, la probabilité d'observer une telle différence seulement grâce à la chance est de 4,5%. Il y a 4,5% de chances que cette différence ou plus soit due à la chance. Nous considérons que la probabilité est trop faible pour que cet événement ait réellement eu lieu grâce à la chance. Donc, nous rejetons cette hypothèse qui se traduit par le rejet de l'hypothèse nulle. Nous considérons que cette différence est due au traitement. Mais il se peut parfaitement que cet événement ait réellement eu lieu seulement grâce à la chance. Et si c'est le cas, la probabilité est de 4,5%. D'où la phrase que je répète à chaque fois, nous rejetons l'hypothèse nulle si la probabilité d'observer une différence aussi grande ou plus est inférieure à 5%. Parce que à partir de 5%, nous considérons que la probabilité est trop faible. Mais si nous effectuons 100 tests statistiques indépendants avec un seuil alpha de 5% pour chaque test, en moyenne, 5 tests statistiques auront une différence observée inférieure à 5% seulement grâce au hasard. C'est-à-dire, nous faisons une erreur de type 1 dans 5 cas, en rejetant l'hypothèse nulle alors que la différence est réellement due au hasard. Donc, plus nous augmentons le nombre de tests statistiques, plus la probabilité de faire une erreur de type 1 augmente. Et nous pouvons même calculer la probabilité d'effectuer une erreur de type 1. La question que l'on se pose est quelle est la probabilité d'effectuer une erreur de type 1 avec 6 tests statistiques? Alors, cette question est très bien, mais nous devrions plutôt chercher à déterminer la probabilité de faire au moins une erreur de type 1. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de faire au moins une erreur de type 1 avec 6 tests statistiques? Alors, pour rappel, l'erreur de type 1 est quand nous rejetons l'hypothèse nulle et concluons que la différence observée est due au traitement, alors que la différence observée est réellement due à la chance. Je ne vous cache pas que calculer cette probabilité est compliqué. Nous devrions plutôt chercher la probabilité complémentaire, c'est-à-dire quelle est la probabilité de commettre aucune erreur de type 1 avec 6 tests statistiques. Commençons avec le cas le plus simple avec un test statistique. La probabilité de ne pas faire une erreur de type 1 est de 95%, car nous mettons le seuil à 5%. Maintenant, avec 2 tests statistiques, nous cherchons la probabilité de ne pas faire une erreur de type 1 lors du premier test et lors du deuxième test. Nous faisons 0,95 fois 0,95, ce qui nous fait 90,25%. Avec 3 tests statistiques, nous faisons 0,95 fois 0,95 fois 0,95, que nous pouvons simplifier en 0,95 à la puissance 3, ce qui nous fait 85,73%. Et avec 6 tests statistiques, nous faisons 0,95 à la puissance 6, ce qui nous fait 73,5%.
Il nous suffit maintenant de faire 100 moins 73,5 pour trouver la probabilité de faire au moins une erreur de type 1 avec 6 tests statistiques. Le résultat nous donne 26,5%. Avec 6 tests statistiques, la probabilité d'effectuer au moins une erreur de type 1 est de 26,5%, ce qui est énorme. Cela signifie qu'en moyenne, avec 6 tests statistiques, nous nous attendons à observer au moins une erreur de type 1. Donc, vous ne pouvez pas réaliser 6 tests statistiques avec un seuil de 5%. Les conséquences peuvent être désastreuses. Imaginez que vous ayez un test statistique qui est significatif, mais en réalité, vous avez commis une erreur de type 1. Vous décidez d'appliquer le changement et de mettre la nouvelle page d'accueil. Vous vous rendez compte que la nouvelle page d'accueil n'augmente pas le nombre de visiteurs, mais pire, fait diminuer le nombre de visiteurs. Et c'est une situation qui arrive très souvent. C'est pour cette raison qu'il faut être très vigilant avec les multitests. Une solution à ce problème est la correction de Bonferroni. L'idée est de durcir le seuil alpha afin de réduire le risque d'erreur de type 1. Par exemple, si nous avons 2 tests statistiques pour lesquels d'habitude nous utilisons un seuil alpha de 5%, nous divisons ce seuil par 2, ce qui nous fait un seuil de 2,5% pour chaque test. Avec 3 tests, nous divisons le seuil par 3. Et ainsi de suite pour n tests. Nous divisons le seuil par n. Ce qui permet de réduire le seuil alpha, ainsi de diminuer le risque de commettre une erreur de type 1. Mais le problème en baissant le seuil alpha, nous augmentons la probabilité de commettre une erreur de type 2. C'est-à-dire de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors que la différence observée ou plus est due au traitement. Et c'est pour cette raison, quand vous utilisez la correction de Bonferroni, il est impératif d'avoir un échantillon suffisamment grand pour éviter de commettre une erreur de type 2. Donc, avec les multitests, il n'y a pas de formule magique. Vous devez faire attention à ne pas commettre une erreur de type 1 ou 2. Jusqu'ici, vous avez appris des tests paramétriques. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les tests non paramétriques.